En hiver 1876, dans les montagnes isolées du territoire du Montana, un médecin allemand nommé Theodor Brennan fit une découverte qui le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. À l'intérieur d'une cabane reculée, située à plus de 37 km de la plus proche colonie, il trouva des dossiers médicaux documentant 5 générations de consanguinité délibérée au sein d'une même famille irlandaise. Mais ce n'était pas la partie la plus troublante. Cachés sous les lames du plancher, enveloppés dans du tissu huilé, se trouvaient dans les restes préservés de 7 nourrissons, tous présentant des malformations identiques qui, selon leurs propres parents, les rendaient indignes de vivre. La famille Donnelly pratiquait depuis plus d'un siècle l'infanticide sélectif, éliminant tout enfant né avec des défauts génétiques visibles afin de maintenir leur façade soigneusement construite de normalité. Ce que le docteur Brennan découvrit ensuite allait remettre en question tout ce que la communauté médicale croyait savoir sur l'hérédité, les liens familiaux et les limites que certains sont prêts à franchir pour protéger les sombres secrets de leur lignée. Les preuves de qu'il mit au jour suggéraient qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé de folie de frontières, mais d'une expérience génétique délibérée, raffinée et perfectionnée au fil des générations, s'étendant sur 2 continents et près d'un siècle de pratiques de familiales soigneusement dissimulées. Avant de poursuivre l'histoire de la famille Donnelly et de leur héritage génétique terrifiant, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Dites-nous également dans les commentaires de quelle ville ou de quel État vous nous écoutez. Nous aimons entendre notre communauté de passionnés de mystères du monde entier. Votre engagement nous aide à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci, des récits qui révèlent les recoins les plus sombres de l'histoire américaine. L'histoire que le docteur Brennan consigna plus tard dans ses journaux personnels ne commença pas dans la nature impitoyable du Montana, mais dans les collines verdoyantes du comté de Cork, en Irlande, où la lignée des Donnelly prit pour la première fois un tournant sinistre vers la catastrophe génétique durant l'hiver rigoureux de 1798. Le territoire du Montana en 1874 représentait la toute dernière frontière de la civilisation américaine, une terre où l'autorité fédérale existait davantage en théorie qu'en pratique. Helena, la capitale territoriale, ne comptait guère plus de 8000 habitants regroupés autour des mines qui avaient déjà provoqué la croissance de la région. Les montagnes environnantes n'abritaient que des camps miniers dispersés, des fermes isolées et des tribus autochtones résistant encore activement à l'avancée des colons blancs. C'était un paysage façonné par la violence et le désespoir, où des familles pouvaient donc disparaître pendant des mois sans qu'on pose de questions, où les hivers impitoyables emportaient régulièrement des vies et où le pouvoir du gouvernement territorial ne s'étendait que jusqu'où ces rares shérifs pouvaient de chevaucher à travers des cols montagneux dangereux. La ruée vers l'or, qui avait d'abord attiré les colons, déclinait déjà en 1874, laissant derrière elle des concessions abandonnées et des hommes désespérés, prêts à tout pour survivre. Les lignes d'approvisionnement s'étiraient sur des centaines de kilomètres de nature sauvage, rendant même les produits de base rares et coûteux. Les soins médicaux étaient menés presque inexistants en dehors d'Helena, et même là, ils se limitaient à quelques chirurgiens militaires et à des médecins autodidactes dont les compétences s'arrêtaient au traitement des blessures par balle ou à la pose d'attelle. C'est précisément cet isolement et cette absence de supervision qui rendaient trop le territoire du Montana attrayant pour certains types de colons, ceux qui avaient besoin de disparaître de la société civilisée et de ses questions embarrassantes. Dans ce paysage impitoyable arrivèrent Patrick Donnelly et son épouse Bridge, accompagnés de leurs 4 enfants survivants. Seamus, 19 ans, Moira, 17 hommes sans, Colin, 15 ans, et le jeune Declan, à peine 12 ans. Ils atteignirent Helena en septembre 1874 sur une charrette de marchandises, leurs effets soigneusement emballés dans des caisses en bois qui révélaient une richesse inhabituelle pour des immigrants irlandais ordinaires.
Patrick se présenta comme un fermier prospère, fuyant les séquelles persistantes de la grande famine, mais ses mains ne portaient aucune trace de dur labeur agricole. Ses doigts, tachés d'encre, trahissaient d'au plutôt un homme habitué à la tenue de registre, et son accent distingué révélait une éducation formelle, des privilèges rares pour un paysan irlandais de cette époque. Bridge Donnelly apparaissait aux yeux des habitants comme une femme au bord de l'effondrement nerveux. Menue et prématurément vieillie, elle parlait rarement au-dessus d'un murmure et gardait ses enfants près d'elle avec une intensité frôlant l'obsession. Les commerçants locaux remarquèrent donc qu'elle payait toujours en pièces d'or, les comptant plusieurs fois avant de s'en séparer à contre-cœur. Son regard hanté laissait deviner qu'elle avait été témoin d'horreurs bien au-delà des difficultés ordinaires de la vie sur la frontière. Ce que le Bureau foncier territorial ignorait, c'est que les Donnelly détenaient de faux papiers élaborés en provenance de New York, prétendant avoir résidé à Brooklyn pendant 3 ans avant leur voyage vers l'Ouest. Les documents étaient des contrefaçons parfaites, complétées par de faux registres d'emploi et de fausses références qui auraient trompé toute enquête, sauf la plus approfondie. En réalité, ils n'avaient jamais vécu à New York. Ils avaient fui directement d'Irlande après un scandale qui avait bouleversé leur communauté rurale. Un scandale impliquant le curé local, le père Michael O'Sullivan, qui avait découvert ce qu'il appela une abomination contre Dieu et la nature, au sein de leur famille élargie. Le prêtre, habituellement discret face aux faiblesses de ses paroissiens, fut si horrifié par ce qu'il apprit sur les pratiques des Donnelly qu'il menaça d'excommunication immédiate et d'exposer leurs crimes aux autorités britanniques. Sa main, d'ordinaire ferme, tremblait en rédigeant son ultime avertissement à Patrick Donnelly. « Ce que vous avez fait au nom de la pureté du sang est un péché qui crie vengeance au ciel. Quittez cette paroisse immédiatement, où je veillerai à ce que chaque âme du comté de Cork connaisse la véritable nature des abominations de votre famille. » Patrick acheta ensuite 160 acres de terre, montagneuse, isolée au gouvernement territorial, payant en pièces d'or, une monnaie courante parmi les anciens mineurs, qui ne suscita donc aucune suspicion. La propriété se situait dans une vallée étroite, entre 2 crêtes abruptes, accessible uniquement par un sentier dangereux, impraticable pendant les pires mois d'hiver. L'isolement était tel que la fumée de leur cheminée n'était visible d'aucune ferme voisine, et la source d'eau la plus proche, un ruisseau alimenté par une nappe, ne coulait que durant l'été, avant de geler pour près de 6 mois. C'était l'endroit parfait pour une famille cherchant désespérément à se cacher du monde, mais aussi un défi qui mettrait à l'épreuve leurs stratégies de survie les mieux planifiées. La saison de culture, à cette altitude, ne durait pas plus de 4 mois, exigeant des connaissances agricoles précises pour produire assez de nourriture pour l'hiver. Le froid extrême pouvait tuer le bétail en une seule nuit si l'on ne prenait pas de précautions, et la pression psychologique de l'isolement complet, pendant 6 mois par an, avait conduit plus d'une famille de pionniers à la folie ou au suicide. Pourtant, les Donnelly bâtirent leur propriété avec l'efficacité de gens habitués à de telles conditions. Patrick et ses fils construisirent une solide cabane en rondins aux murs épais, conçue pour retenir la chaleur, avec de petites fenêtres limitant les pertes thermiques et un système de cloisons internes permettant de fermer certaines pièces pendant les périodes de froid extrême. La construction trahissait une maîtrise des techniques au-delà des compétences habituelles des pionniers, suggérant une expérience antérieure dans des climats extrêmes ou la consultation d'experts avant leur arrivée au Montana. Bridge et les filles préparèrent de leur premier hiver montanais avec une rigueur méthodique qui impressionna même les montagnards aguerris. Elles conservaient dans la viande selon des méthodes optimisant l'espace et réduisant les pertes, cultivant des variétés adaptées aux saisons courtes et aux sols pauvres, et géraient dans leurs réserves avec une précision quasi mathématique, inhabituelle pour des paysans supposément illettrés. Mais les rares voisins qui les croisaient lors de leur passage à Helena remarquaient des singularités troublantes.
Les membres de la famille se ressemblaient d'une manière presque inhumaine. Mêmes yeux bleu pâle, mêmes traits anguleux, mêmes doigts anormalement longs. Les enfants, quant à eux, montraient un comportement à la fois avancé et inquiétant, d'une intelligence et d'une discipline remarquables pour leur âge, mais empreint d'une peur profonde des étrangers et d'une soumission absolue à l'autorité parentale, née davantage de la terreur que du respect. Ce qui troubla le plus furent mais les conversations qu'entendait parfois Jake Harrison, le messager territorial qui traversait chaque mois les colonies de montagne. La famille Dor parlait souvent en gaélique irlandais, mais même lorsqu'ils utilisaient l'anglais, leurs discussions évoquaient des thèmes étranges: la préservation de la pureté de la lignée, la force issue d'un bon croisement et les sacrifices nécessaires à l'avancement de la famille. Ce n'étaient pas là les préoccupations ordinaires de colons luttant pour survivre. Elles révélaient des motivations plus profondes et bien plus inquiétantes derrière leur isolement. Le premier signe que quelque chose n'allait pas chez les Donnelly apparut en mars 1875, lorsque le dégel printanier ouvrit enfin les cols de montagne après 6 mois d'isolement complet. Jake Harrison, effectuant sa première tournée postale depuis octobre, arriva à leur cabane pour livrer la correspondance gouvernementale et sentit immédiatement qu'une tragédie s'était produite durant l'hiver. La cabane montrait des signes de récentes modifications. Des planches neuves recouvrées de ce qui semblait être des trous dans les murs. Un nouveau torchis comblait des fissures qui laissaient deviner une lutte, et autour de la bâtisse, la terre gelée avait été récemment remuée, comme si l'on avait creusé. Mais ce qui l'horrifia le plus, c'était l'odeur qui imprégnait tout le domaine. Une senteur douceâtre et écœurante qu'il reconnut aussitôt, celle de la mort et de la décomposition. Bridge Donnelly l'accueillit à la porte, méconnaissable. La femme arrivée 6 mois plus tôt, nerveuse mais en bonne santé, semblait à présent épuisée, le regard creux, les mains tremblantes d'anxiété. Ses vêtements pendaient scindés sur un corps amaigri. Ses tempes étaient mondestriées de cheveux gris prématurés, et sa voix se brisa lorsqu'elle parla, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis des semaines. « L'hiver a été difficile », murmura-t-elle en jetant un regard inquiet vers l'intérieur. « Nous avons perdu. Il y a eu des complications. » Harrison découvrit la famille, en pleine naissance. Bridge, en travail, assisté seulement par sa fille adolescente, Moira. Ce qu'il vit cet après-midi de mars deviendrait plus tard une pièce cruciale pour comprendre l'histoire sombre des Donnelly. La scène était préparée avec une précision clinique, comme s'ils avaient déjà vécu de telles situations. L'enfant qui naquit était manifestement difforme. Une colonne vertébrale tordue en forme de S, un bras gauche terminé par une main atrophiée à 3 doigts, et une tête disproportionnée au front fuyant, signe d'anomalie grave. Sa respiration était haletante, et ses gémissements faibles trahissaient des souffrances internes. Ce qui glaça Harrison, ce fut la réaction de la famille. Au lieu de la douleur ou de l'urgence à sauver le bébé, il vit dans leurs yeux une froide évaluation, méthodique et calculée. Patrick et Bridge échangèrent des regards lourds de sens, en parlant rapidement en gaélique, sans la moindre émotion. Leurs tons évoquaient non pas la surprise ou la peine, mais la répétition d'un protocole déjà connu. « L'enfant ne survivra pas la semaine », déclara Patrick d'une voix détachée, alors même que le nourrisson respirait encore, faiblement mais avec vitalité. L'air de la montagne est trop rude pour un être si fragile. C'est la miséricorde de Dieu. Mieux vaut les laisser partir que les voir souffrir. Harrison proposa de partir aussitôt chercher un médecin à Helena, mais Patrick refusa net. Son regard bleu pâle se durcit. « Nous savons gérer nos propres malheurs », dit-il en posant la main sur l'épaule de sa femme. « C'est la volonté du Seigneur. Certains enfants ne sont pas faits pour ce monde. Intervenir serait un péché contre la nature. » Ces paroles sonnèrent comme récitées, comme s'il les avait déjà prononcées de plusieurs fois. Harrison sentit aussi une menace implicite. Il ne devait pas se mêler de leurs affaires. Seamus et le jeune Declan, rentrant du dehors, ne montrèrent aucun étonnement devant le bébé difforme.
comme si ce n'était pas la première fois. 2 semaines plus tard, lors de sa tournée suivante, Harrison constata que l'enfant avait disparu. Bridge l'accueillit, les yeux rouges mais secs. « Nous avons perdu le bébé 3 jours après votre départ », dit-elle d'un ton vide. « Enterré derrière la cabane, avec les autres, les faibles ne survivent pas ici, et c'est mieux ainsi. » Ces mots, « avec les autres », glacèrent Harrison. Derrière la cabane, il aperçut alors une rangée de petites croix de bois, marquant des tombes récentes. Il en compta 4, toutes trop petites pour des adultes, datées de moins d'1 an. Les Donnelly avaient perdu plusieurs nourrissons sans jamais en avertir les autorités, comme la loi l'exigeait. Et les tombes, elles-mêmes, semblaient étranges. Creusées à la hâte, les croix uniformes, disposées avec régularité, comme préparées d'avance. Tout indiquait un schéma planifié, plutôt qu'une série de tragédies accidentelles. Au fil de ses visites estivales, Harrison observa la famille avec plus d'attention. Leurs gestes, leurs paroles, leur comportement dégageaient une tension constante. Les enfants agissaient avec une précision craintive, comme s'ils savaient donc que toute erreur se payait cher. Moira et Colleen, à peine adolescentes, avaient mis le regard las de femmes âgées. Elles le travaillaient avec une efficacité mécanique, sans émotion, les yeux hantés par ce qu'elles avaient dû voir. Séamus, l'aîné, bégayait de façon incontrôlable dès que son père était présent, et évitait tout contact visuel. Quant au jeune Declan, il paraissait plus normal, mais Harrison le surprit un jour, fixant le petit cimetière avec une terreur muette. Quand il osa lui parler de ses frères et sœurs morts, le garçon répondit « Parfois les bébés ne sont pas comme il faut. Père dit que Dieu ne veut pas qu'ils souffrent, mais parfois, je crois que ce n'est pas Dieu qui décide. » Puis il se tut brusquement, se couvrant la bouche, et refusa de reparler. Les conversations que Harrison surprenait parfois, en approchant discrètement du domaine, confirmèrent ses pires soupçons. Les Donnelly parlaient souvent de garder la lignée pure, de préserver la force du sang, de sacrifices nécessaires. Ils évoquaient « les autres restaient au pays », ce qu'on faisait aux faibles, et, plus glaçant encore, comment reconnaître les signes et que faire des imparfaits. Ces conversations dressaient le portrait d'une famille obéissant à des croyances et à des pratiques bien antérieures à leur arrivée dans le Montana, peut-être transmises depuis plusieurs générations. Leur ferme isolée dans les montagnes n'était pas simplement un refuge loin de la civilisation. C'était un lieu soigneusement choisi pour leur permettre de poursuivre des traditions impossibles à maintenir sous le regard d'une communauté ordinaire. À mesure que l'année 1875 avançait vers les mois d'hiver les plus rudes, l'isolement des Donnelly devint total une fois de plus. La neige bloqua les cols montagneux de novembre à mars, les coupant entièrement du monde extérieur pour la 2e fois depuis leur arrivée dans le territoire du Montana. Mais c'est au cours de cette seconde période d'isolement que la véritable nature de leur héritage génétique commença à se manifester, d'une façon qui finirait par attirer l'attention des autorités territoriales et choquer même les habitants les plus endurcis de la frontière. Le docteur Theodore Brennan, médecin territorial qui allait plus tard enquêter sur la famille, était arrivé à Helena en octobre 1875, apportant avec lui des ouvrages médicaux et un savoir représentant le sommet de la science héréditaire de son époque. Diplômé de l'Université de Vienne, avec une formation complémentaire à Berlin et à Édimbourg, Brennan avait étudié auprès de médecins qui commençaient à peine à comprendre les mécanismes de la transmission génétique. Sa bibliothèque médicale contenait des ouvrages de Francis Galton et d'autres pionniers de ce qui deviendrait plus tard la génétique, lui donnant une avance de plusieurs décennies sur la compréhension médicale commune. Brennan n'était pas venu dans le territoire du Montana en quête d'aventure ou de profit, mais pour fuir un scandale professionnel en Europe. Ses recherches sur les traits héréditaires l'avaient conduit à des conclusions sur la reproduction humaine que ses collègues jugeaient troublantes, et son plaidoyer ouvert pour une reproduction contrôlée afin de l'améliorer, l'espèce humaine, l'avait rendu persona non grata dans les cercles médicaux respectables. La frontière lui offrait l'anonymat
et la liberté de poursuivre ses intérêts scientifiques sans surveillance institutionnelle. La même liberté, ironie du sort, qui avait attiré la famille Donnelly pour des raisons bien plus sinistres. Durant l'hiver 1875-1876, Brennan reçut son premier indice qu'il se passait quelque chose de grave dans les vallées montagneuses lorsque Jake Harrison arriva à son cabinet d'Helena en février, ayant bravé les sentiers dangereux de l'hiver pour demander une consultation médicale. Harrison décrivit des phénomènes qui défiaient dans ses 8 années d'expérience dans la nature sauvage du Montana. D'étranges lumières émanant de la cabane des Donnelly à des heures inhabituelles, des fumées indiquant des feux allumés à des moments et à des températures anormales, et surtout des sons portés par le silence glacial des nuits d'hiver. « Docteur, » dit Harrison, le visage buriné, marqué d'inquiétude. « Je transporte le courrier à travers ces montagnes depuis 8 ans. Je sais faire la différence entre les difficultés ordinaires de la frontière et quelque chose de vraiment anormal. Ce que j'entends de cette cabane, au cœur de l'hiver, ce ne sont pas les bruits de gens affrontant la misère habituelle. Il y a des pleurs qui durent des heures, puis qui s'arrêtent d'un coup, comme si on avait coupé un interrupteur. Et il y a des chants, si on peut appeler ça ainsi, qui ne sonnent pas vraiment humains. La mélodie est fausse, comme faite pour des voix qui ne fonctionnent pas comme les nôtres. » Harrison rapporta aussi des phénomènes visuels qui troublaient dans son sens pratique d'homme du terrain. La cabane montrait des lumières allumées à des moments où la conservation du combustible aurait dû être cruciale pour la survie hivernale. Les schémas d'éclairage indiquaient des activités exigeant une lumière soutenue pendant les heures les plus sombres de la nuit. Des activités qui ne correspondaient même pas à la routine d'une famille normale. Plus inquiétant encore, Harrison affirma avoir aperçu à plusieurs reprises des silhouettes se mouvant à l'extérieur pendant des tempêtes de neige si violentes qu'elles rendaient toute sortie quasi impossible, des silhouettes trop grandes, ou se déplaçant avec des démarches étrangement inhumaines dans la neige et les ombres mouvantes. Les instincts médicaux de Brennan furent immédiatement éveillés, mais le climat hivernal rendait tout déplacement jusqu'à la ferme des Donnelly absolument impossible. L'école était ensevelie sous des mètres de neige, rendant le voyage suicidaire, et même s'il avait pu atteindre la cabane, on ne demandait généralement une visite médicale d'urgence en hiver que pour des cas de vie ou de mort. Or, la famille Donnelly n'avait jamais sollicité d'assistance médicale malgré les évidents problèmes de santé rapportés par Harrison. Au lieu de risquer un périple hivernal, Brennan entreprit des recherches dans les registres d'immigration irlandaise et les archives de territoriales, cherchant des informations sur les antécédents et l'histoire médicale de la famille. Ce qu'il découvrit souleva plus de questions qu'il n'en résolut. Un tableau de tromperie systématique suggérant que les problèmes des Donnelly allaient bien au-delà des difficultés d'une vie de pionnier. Les Donnelly affirmaient venir du comté de Cork, en Irlande, fuyant la pauvreté et les famines agricoles qui avaient même frappé les campagnes irlandaises dans les années 1860-1870. Leurs papiers d'immigration racontaient en détail la perte de proches, la destruction de leurs fermes et les circonstances économiques les ayant forcés à émigrer en Amérique. Mais un examen attentif, croisant ces déclarations avec les registres paroissiaux officiels d'Irlande, révéla des incohérences flagrantes. Les parents mentionnés ne figuraient dans aucun registre de baptême ou de mariage. Les fermes décrites ne correspondaient à aucune propriété connue, et les raisons invoquées pour leur départ ne concordaient pas avec la quantité d'or utilisée pour acheter leurs terres dans le Montana et financer leur voyage. Plus troublante encore, Brennan retrouva dans les archives d'immigration de New York un dossier négligé. Une famille du nom de Donnelly avait bien transité par Ellis Island en 1874, mais les inspecteurs médicaux avaient signalé des anomalies physiques inquiétantes chez les enfants, évoquant des défauts héréditaires possibles. Le rapport médical décrivait des signes d'irrégularité développementale et notait que les parents étaient devenus agressifs et évasifs lorsqu'on les avait interrogés
sur leurs antécédents médicaux familiaux. Le docteur Samuel Morrison, inspecteur sanitaire, avait recommandé que la famille soit retenue pour observation prolongée. Recommandation finalement ignorée par les autorités administratives, débordées par le flux d'immigrants quotidiens. Les dénotes de Morrison laissaient entendre que ces inquiétudes dépassaient le simple domaine médical. Il y avait observé des comportements suggérant une dissimulation volontaire d'informations cruciales pour la santé publique. En approfondissant ses recherches, Brennan découvrit d'autres familles, Donnelly, installées ailleurs aux États-Unis, présentant les mêmes schémas troublants. Une famille, en Pennsylvanie en 1671, avec un taux anormalement élevé de mortalité infantile. Une autre en Ohio, en 1873, soupçonnée de négligence envers les enfants avant de disparaître soudainement. Le schéma devenait évident. Les Donnelly du Montana n'étaient pas des cas isolés, mais peut-être les branches d'un vaste réseau familial partageant les mêmes pratiques, se déplaçant sans cesse pour échapper à tout contrôle officiel. Si tel était le cas, leur manipulation génétique et leur infanticide systématique auraient bien pu s'étendre sur plusieurs États et faire des dizaines de victimes pendant des années. À l'approche du printemps, lorsque les cols commencèrent à se dégager, Brennan devint obsédé par le mystère des Donnelly. Sa formation lui rappelait que les populations isolées développèrent souvent des troubles génétiques dus à la consanguinité, un phénomène bien documenté. Mais dans ce cas, il sentait quelque chose de plus sombre, de plus intentionnel, une méthode, une logique derrière l'horreur. La combinaison des observations d'Harrison, des dossiers falsifiés et des liens possibles avec d'autres familles convainquit Brennan que les Donnelly représentaient un phénomène sans précédent dans toute son expérience médicale. Une famille qui avait délibérément choisi de se livrer à des expérimentations génétiques sur elle-même, sans se soucier des conséquences pour ses enfants ou pour la communauté environnante. Lorsque le printemps de 1876 ouvrit enfin les sentiers de montagne, le docteur Brennan prit la décision de se rendre personnellement au domaine des Donnelly, soi-disant pour fournir des soins médicaux de routine à une famille de pionniers isolés. Ce qu'il découvrit sur place allait se bouleverser sa compréhension de la nature humaine, de la génétique et des limites que certaines personnes étaient prêtes à franchir pour préserver des secrets familiaux transmis sur plusieurs générations. Le trajet jusqu'à la cabane des Donnelly nécessita une journée entière de voyage ardu à travers un terrain qui semblait délibérément choisi pour son inaccessibilité. Le sentier serpentait entre des forêts denses, des lits de ruisseaux instables et des pentes abruptes capables de défier même les cavaliers les plus expérimentés. L'isolement était si total que Brennan ne rencontra aucun autre voyageur, aucun signe d'habitation, ni la moindre trace que quelqu'un ait emprunté le chemin depuis des mois. La cabane, de l'extérieur, paraissait pourtant normale, bien construite, bien entretenue, entourée de champs cultivés et d'animaux en bonne santé. Tout indiquait une famille qui s'adaptait bien à la vie sur la frontière. Les jardins étaient soigneusement entretenus, les abris pour le bétail efficaces et un système d'irrigation bien conçu témoignaient d'une connaissance agricole avancée. Mais l'œil médical de Brennan remarqua aussitôt des détails troublants que la plupart des visiteurs auraient ignorés. Le cimetière familial derrière la cabane comptait bien trop de tombes pour une famille qui prétendait n'avoir perdu que quelques nourrissons aux rigueurs de la vie en montagne. Brennan compta 11 croix de bois, toutes marquant de petites tombes d'enfants, datées à intervalles réguliers, un schéma beaucoup trop ordonné pour être attribué au hasard des maladies ou des accidents. L'alignement parfait des sépultures trahissait une planification systématique, non une succession tragique d'événements imprévus. Plus inquiétant encore, le terrain autour du cimetière montrait des signes récents d'expansion, de la terre fraîchement retournée, des traces d'outils, comme si l'on préparait déjà de nouvelles tombes à l'avance. Patrick Donnelly accueillit Brennan à la porte avec une hospitalité forcée mêlée d'une lassitude visible qui mit aussitôt les sens du médecin en alerte. L'homme avait vieilli prématurément depuis les dernières descriptions reçues. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs
malgré ses 45 ans, et son visage portait les marques d'un stress chronique. Ses mains tremblaient lorsqu'il pensait ne pas être observé, et son regard trahissait une terreur silencieuse, celle que Brennan reconnaissait chez ses patients les plus traumatisés. « Nous n'avons pas besoin de médecin ici », dit Patrick d'une voix ferme mais peu convaincue. « Nous avons toujours réglé nos affaires seuls, comme nos familles l'ont toujours fait dans l'ancien pays. Les étrangers ne font qu'aggraver les problèmes qu'il vaut mieux résoudre à notre manière. » Brigid apparut derrière son mari, et Brennan fut frappé par sa déchéance physique. La femme qui avait accouché 1 an plus tôt n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Amaigrie, les yeux creux, tremblante, ses vêtements pendaient sur un corps squelettique. Lorsqu'elle tenta de parler, Patrick la fit taire d'un simple regard. Un regard qui en disait long sur des années de domination et de peur. Mais ce furent les enfants qui révélèrent là la véritable horreur. Moira, âgée de 18 ans, était de nouveau enceinte, à un stade qui indiquait une conception pendant les mois d'hiver, alors que personne ne pouvait avoir atteint la cabane. Les implications étaient évidentes et insupportables. Colin, 16 ans, montrait une maturité physique anormale. Son développement semblait précipité, ses traits d'adulte formés trop tôt, trahissant des déséquilibres hormonaux ou génétiques. Elle se comportait avec une obéissance craintive envers ses parents, comme quelqu'un déjà brisé par des expériences qu'aucune jeune fille ne devrait connaître. Le plus troublant était Declan, 13 ans, dont le visage était déformé. Un côté paraissait normal, l'autre comme figé dans une croissance incomplète. Il boitait, et ses mains, longues et souples, présentaient les signes classiques d'un trouble génétique du tissu conjonctif. Durant sa courte visite, Brennan observa une dynamique familiale profondément anormale. Un mélange de peur, de silence et de secret. Les enfants se déplaçaient avec précaution, évitant toute spontanéité, comme s'ils savaient que le moindre geste imprévisible pouvait provoquer une punition brutale. Seamus, l'aîné de 20 ans, ne levait pas les yeux, bégayant de manière incontrôlable. Chaque fois qu'on lui posait une question, il commençait à répondre, puis se taisait soudainement, la peur visible dans ses yeux. Même la cabane elle-même semblait conçue pour cacher quelque chose. Trop de pièces, trop de rideaux, trop de portes verrouillées. Des bruits étouffés provenaient donc des autres pièces, et des odeurs aussi, à la fois médicinales, organiques et dérangeantes, qui ne ressemblaient ni à celles des remèdes, ni à celles de la cuisine. Alors que Brennan s'apprêtait à partir, Patrick l'attira à l'écart, le regard agité. « Docteur, si je vous disais que parfois, Dieu met les familles à l'épreuve, qu'il exige d'elles des choix terribles, comprendriez-vous ce que je veux dire? Pourriez-vous aider sans poser de questions ?» Avant que Brennan ne puisse répondre, Patrick poursuivit, la voix tremblante. « Notre lignée porte une grande force, mais aussi de lourdes complications. Nos pères et nos grands-pères ont appris à les gérer par leurs propres méthodes, transmises de génération en génération. Ces méthodes ont fonctionné chez nous, mais ici, dans le Montana, les gens posent que des questions. Ils veulent des choses que nous ne pouvons offrir sans révéler ce que personne d'autre ne pourrait comprendre. » Les paroles de Patrick glacèrent Brennan. Il comprit alors que l'isolement des Donnelly n'était pas seulement un refus du monde extérieur. C'était une couverture, une barrière érigée pour cacher quelque chose de bien plus sombre que la simple peur du jugement social. Il s'agissait de dissimuler des pratiques systématiques qui auraient horrifié même la société rude et impitoyable des pionniers. Des pratiques affinées et perfectionnées au fil de plusieurs générations avant d'être transplantées dans la nature sauvage américaine. 2 mois après sa première visite, le docteur Brennan reçut un message urgent de Jay Harrison qui allait le contraindre à affronter toute l'horreur de l'héritage génétique de la famille Donnelly. Le message, remis par un trappeur local ayant risqué le dangereux sentier de montagne, ne contenait que quelques mots griffonnés à la hâte. « Femme Donnelly en travail difficile. La famille demande un médecin. Quelque chose ne va pas, au-delà des complications normales. Venez vite si vous pouvez. » Pour la première fois depuis leur arrivée dans le territoire du Montana,
les Donnelly demandaient de l'aide d'un médecin extérieur, un écart spectaculaire par rapport à leur habitude de traiter toutes les affaires familiales en privé. Qu'ils aient vendé surmonté leur obsession du secret pour solliciter de l'aide révélait que les complications étaient d'une gravité telle que même leur vaste expérience des accouchements difficiles ne suffisait plus. Brennan arriva à la cabane de montagne par un après-midi étouffant de juillet pour découvrir une scène qui hantrait ses cauchemars des décennies durant. La chaleur écrasante avait transformé la vallée isolée en fournaise, et l'air, saturé d'humidité, rendait la respiration difficile même pour les plus robustes. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus suffocante, lourde des odeurs de sueur, de sang et d'autres choses. Une senteur douceâtre et écœurante que Brennan ne parvenait pas à identifier, mais qui éveillait en lui un instinct de profond malaise. Moira Donnelly gisait dans la chambre du fond. Son travail était compliqué par des facteurs qui devinrent immédiatement évidents à l'œil expérimenté du médecin. La jeune femme mettait au monde des jumeaux, mais pas des jumeaux ordinaires. Les nouveau-nés étaient soudés au niveau du torse et semblaient le partager plusieurs organes vitaux, une condition presque toujours fatale avant l'ère des interventions chirurgicales avancées. Mais ce qui choqua le plus Brennan, ce ne fut pas la complexité médicale de la situation, mais la réaction de la famille. Au lieu de la panique, du chagrin ou de la prière désespérée que l'on attendrait de parents confrontés à une telle tragédie, les Donnelly faisaient preuve d'un calme glacial, d'une méthode froide qui trahissait une expérience répétée de situations similaires. Patrick et Bridge agissaient ensemble avec l'efficacité de personnes suivant un protocole bien rodé. Leurs gestes étaient coordonnés, précis, dénués de toute panique. Seamus et Colin préparaient du matériel et des instruments qui, manifestement, n'étaient pas destinés à célébrer une naissance, mais à gérer une urgence exigeant des décisions immédiates. Les jumeaux eux-mêmes représentaient un défi médical que même les meilleurs hôpitaux de l'époque auraient eu du mal à affronter. Ils partageaient non seulement des tissus externes, mais semblaient avoir un système cardiovasculaire et nerveux intégré, rendant toute séparation impossible avec la médecine de 1876. L'un des nourrissons était clairement plus vigoureux que l'autre, mais tous deux montraient des signes de vitalité, laissant penser qu'ils pourraient y survivre quelques jours, voire des semaines, avec des soins appropriés. « Docteur, » dit Patrick d'un ton clinique qui glaça le sang de Brennan, « nous avons besoin que vous nous disiez honnêtement s'ils peuvent être séparés, s'il existe une procédure qui permettrait à l'un d'eux de vivre comme un enfant normal. » Alors que Brennan commençait son examen, il remarqua quelque chose qui fit courir un frisson glacé dans ses veines. Sous le lit d'accouchement étaient dissimulés plusieurs carnets, reliés de cuir, remplis de dessins détaillés et de notes documentant des naissances similaires sur ce qui semblait être plusieurs décennies. Page après page, des croquis anatomiques minutieux montraient des nourrissons atteints de diverses malformations, fente palatine, membres manquants, déformation de la colonne vertébrale, doigts surnuméraires, des anomalies que Brennan n'avait jamais vues de représenter avec une telle précision clinique. Chaque dessin portait des annotations en gaélique irlandais et en anglais, datées sur plusieurs décennies et à travers différents lieux. Certaines pages décrivaient des mesures correctives, employées pour traiter ces complications génétiques, avec un vocabulaire révélant des connaissances médicales bien au-delà de ce qu'une famille de pionniers aurait pu posséder. Les dates et lieux de ces naissances formaient un schéma retraçant les déplacements de la famille à travers l'Irlande et l'Amérique sur plus de 50 ans. Le plus troublant restaient les études anatomiques accompagnant chaque enregistrement. Les illustrations détaillaient non seulement les déformations externes, mais aussi une anatomie interne supposée, les chances de survie et ce que les notes appelaient pudiquement des « évaluations de qualité de vie ». Ce langage froid et scientifique ne pouvait masquer la réalité. Ces carnets décrivaient une évaluation systématique des nouveau-nés selon des critères de viabilité, définis par la famille elle-même. Bridge remarqua sa découverte
et parla pour la première fois depuis son arrivée. Sa voix portait le poids d'un savoir ancien et terrible. La lignée doit rester pure, docteur. La faiblesse ne peut être autorisée à se propager et à contaminer les générations futures. Nos ancêtres ont appris cette vérité à travers la souffrance, bien avant nous, dans l'ancien pays. Ce que les étrangers rappellent cruauté n'est en réalité que miséricorde, pour les enfants condamnés et pour la lignée qui doit être préservée. Ces mots étaient Monite prononcés avec la ferveur d'un dogme religieux, mais le dogme qu'elle décrivait reposait sur des principes d'élevage humain qui violaient toutes les normes d'éthique et de dignité que Brennan avait apprises au cours de sa carrière. La famille Donnelly ne se contentait pas de commettre l'infanticide. Elle menait des expériences génétiques systématiques sur ses propres enfants, appliquant les lois de la sélection comme si les humains étaient du bétail, à perfectionner par l'élimination des traits jugés indésirables. Les carnets contenaient des preuves supplémentaires révélant l'ampleur de leur manipulation. Parmi les dossiers médicaux figuraient des arbres généalogiques retraçant la lignée Donnelly sur plusieurs générations, montrant des mariages entre proches parents, expliquant la fréquence élevée des anomalies de génétique chez leurs enfants. Les diagrammes révélaient que Patrick et Bridge n'étaient pas seulement mari et femme, mais aussi cousins germains, perpétuant un schéma d'endogamie délibéré remontant à 5 générations de mariages soigneusement planifiés pour concentrer les traits supérieurs que la famille croyait posséder. Ces documents montraient que la pratique avait commencé en Irlande au début des années 1800, lorsque l'arrière-grand-père de Patrick s'était persuadé que le peuple irlandais pouvait être amélioré par une sélection semblable à celle utilisée pour produire un bétail de qualité supérieure. La famille justifiait cette endogamie systématique par une interprétation déformée des généalogies bibliques et par des théories pseudo-scientifiques sur la supériorité raciale, alors populaire dans certains cercles instruits d'Europe. En poursuivant son examen des jumeaux et des carnets, Brennan comprit qu'il assistait à l'aboutissement d'une expérience génétique menée sur plusieurs générations, avec un mépris total pour la souffrance humaine. Les nourrissons siamois, haletant dans leur berceau de fortune, n'étaient pas le fruit d'un hasard tragique, mais le résultat inévitable de décennies de manipulation génétique systématique, désormais trop monstrueuse pour être cachée. Et juste au moment où l'on croyait avoir tout vu, l'horreur dans les montagnes du Montana atteignait un nouveau sommet. Si cette histoire vous glace le sang, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Mettez un like pour soutenir notre contenu et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits. Découvrons ensemble la suite de cette troublante histoire de manipulation génétique et de secrets familiaux, étalés sur plusieurs générations d'expérimentations humaines délibérées. La situation critique des jumeaux força Brennan à prendre des décisions qui entrèrent sa conscience pour le reste de sa carrière. Les nourrissons souffraient visiblement, leur système cardiovasculaire commun, peinant à alimenter 2 corps distincts, leur respiration haletante et irrégulière. Aucune intervention médicale n'était possible avec l'équipement rudimentaire disponible dans cette cabane isolée. Mais les laisser souffrir, sans tenter d'apaiser leur agonie, violait tous les principes d'éthique médicale auxquels Brennan avait juré fidélité. Cette nuit-là, tandis que les jumeaux luttaient pour survivre, Brennan étudia les journaux cachés, les yeux ouverts sur l'horreur silencieuse de générations perdues. L'ampleur réelle des manipulations génétiques de la famille Donnelly devint terrifiante. Les registres ne documentaient pas seulement 5 générations de croisements sélectifs et d'infanticides systématiques, mais aussi un programme complet d'expérimentation humaine, pratiqué avec une précision scientifique pendant plus d'1 siècle. Les entrées les plus anciennes, écrites à l'encre brune délavée et en vieux gaélique irlandais, racontaient comment le patriarche d'origine, Fergus Donnelly, avait commencé cette pratique dans le comté de Cork, dans les années 1790, après avoir consulté ce que le journal appelait des hommes instruits, qui comprenaient la science des lignées de sang et de l'amélioration du stock humain.
Ses premières notes révélaient bonnement que Fergus avait été influencé par les théories agricoles d'élevage qui gagnaient en popularité parmi les fermiers progressistes de l'époque. Des hommes ayant obtenu un succès remarquable dans la création de races supérieures de bétail, de chevaux et de moutons grâce à une sélection soigneuse et à des accouplements contrôlés. Fergus s'était convaincu que ces mêmes principes pouvaient y s'appliquer à la reproduction humaine afin de créer ce qu'il appelait une lignée irlandaise perfectionnée, supérieure en intelligence, en force physique et en caractère moral à la population paysanne dégradée, qu'il croyait affaiblie par des siècles d'oppression britannique et de pauvreté. Ses premières expériences consistaient à arranger des mariages entre ses propres enfants et leurs cousins germains, justifiés par une étude minutieuse des généalogies de bibliques qui semblaient approuver les unions consanguines au sein des familles. Les premiers résultats semblèrent confirmer les théories de Fergus. La première génération d'enfants, issus de ces unions consanguines, délibérés, présentait une intelligence inhabituelle, une beauté physique saisissante, et ce que la famille interprétait comme une preuve de supériorité génétique. Mais les registres révélaient aussi que, dès la première génération, certains enfants naissaient avec de graves difformités et étaient libérés avec miséricorde de leurs souffrances terrestres, selon l'expression euphémistique employée dans le journal. Au fil des générations, les expérimentations génétiques devinrent de plus en plus systématiques et scientifiquement sophistiquées. Chaque patriarche successif perfectionnait le programme d'élevage, introduisant de nouveaux critères de sélection et développant des justifications de plus en plus élaborées pour éliminer les enfants ne répondant pas aux normes génétiques de la famille. Les journaux contenaient des discussions détaillées sur les traits jugés désirables, des yeux bleu pâle, des traits anguleux, une taille inhabituelle, une aptitude mathématique, et ceux jugés inacceptables, malformation visible, retard mental ou irrégularité comportementale. Mais la révélation la plus troublante vint lorsque Brennan découvrit une section du journal consacrée à ce qu'on appelait le protocole d'amélioration. Les entrées décrivaient des tentatives systématiques d'accélérer la concentration des traits recherchés par des croisements de plus en plus étroits. La génération de Patrick représentait l'aboutissement de ce processus. Lui et Bridge n'étaient au fait pas seulement cousins germains, mais aussi les produits de 4 générations d'unions consanguines, délibérées, visant à maximiser l'expression des caractéristiques génétiques considérées comme supérieures. Le protocole avait atteint ses objectifs à certains égards. Les membres survivants de la famille, Donnelly, présentaient effectivement une intelligence remarquable, une uniformité physique frappante et certaines capacités les distinguant des familles pionnières ordinaires. Mais le prix génétique avait été catastrophique. La fréquence élevée de malformations congénitales graves, les troubles mentaux évidents des enfants plus âgés et la détérioration progressive des parents indiquaient que l'expérience génétique de la famille était arrivée à un point de crise, menaçant sa survie comme lignée viable. Mon arrière-grand-père croyait créer une race supérieure, confessa Patrick lorsque Brennan le confronta aux preuves des journaux. Il avait étudié les méthodes d'élevage des meilleurs éleveurs de chevaux et de bovins d'Irlande, des hommes ayant produit des animaux d'une qualité exceptionnelle grâce à une sélection et un accouplement rigoureux. Il croyait que le peuple irlandais avait été dégradé par des siècles de misère et d'oppression, et que seule une amélioration délibérée de notre lignée pouvait nous rendre notre place légitime parmi les peuples supérieurs. La voix de Patrick trahissait un mélange de fierté et de doute grandissant. Pendant 4 générations, la méthode semblait fonctionner. Notre famille a produit des enfants d'une intelligence et d'une beauté exceptionnelles. Des hommes et des femmes qui auraient pu être des dirigeants et des innovateurs si le monde avait été prêt à reconnaître notre supériorité. Mais le prix a été terrible. Tant d'enfants nés difformes, tant d'âmes qu'il a fallu libérer d'une vie qui n'aurait apporté que souffrance et honte à notre lignée. L'analyse génétique que Brennan, formé à la médecine moderne, pouvait en tirer
dressait un tableau bien différent des fantasmes eugénistes de la famille. La lignée Donnelly n'avait pas été purifiée ni améliorée par la sélection. Elle avait été systématiquement détruite par l'accumulation de gènes récessifs, provoquant des anomalies de plus en plus graves à chaque génération. Les enfants ayant survécu jusqu'à l'âge adulte portaient des dommages génétiques cachés qui se manifesteraient inévitablement chez leurs propres descendants, entraînant une spirale de dégénérescence, aboutissant à l'extinction complète de la famille. Les jumelles siamoises, luttant pour respirer dans leur berceau de fortune, représentaient l'échec ultime de l'expérience génétique des Donnelly. 5 générations d'unions consanguines, délibérées, n'avaient pas produit d'êtres humains supérieurs, mais engendré des déformations de plus en plus graves, impossibles à dissimuler, à rationaliser ou à éliminer sans éveiller les soupçons d'une société désormais moins tolérante envers les pratiques de familiales isolées qui violaient dans les normes morales et légales acceptées. Alors que Brennan observait Patrick et Bridget se préparer à ce qu'il considérait comme une élimination nécessaire d'enfants génétiquement inacceptables, il comprit qu'il assistait à l'aboutissement du premier véritable programme eugéniste américain. Un programme mené en secret pendant plus d'1 siècle, laissant derrière lui une traînée d'infanticides et de membres de la famille brisés psychologiquement sur 2 continents. La confrontation immédiate autour du sort des jumelles siamoises devint une bataille non seulement pour la vie de 2 nourrissons souffrants, mais aussi pour l'âme d'une famille ayant perdu toute notion d'humanité dans sa quête d'une perfection génétique qui n'existait que dans son imagination tordue. L'affrontement entre le docteur Brennan et la famille Donnelly marqua la fin de leur expérience génétique séculaire et le début d'un dévoilement qui allait révéler l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, mêlant secrets familiaux, protosciences génétiques et tolérance du Far West américain envers des communautés isolées, échappant à tout contrôle civilisé. L'intervention de Brennan, appuyée par son autorité de médecin territorial et sa menace explicite de faire appel aux marshals fédéraux si la famille faisait du mal aux jumelles, força les Donnelly à reconnaître que leurs pratiques isolées ne pouvaient plus être soutenues dans une Amérique de plus en plus connectée, où des taux de mortalité infantile inhabituels et des dynamiques de familiales suspectes attireraient inévitablement l'attention des autorités. Les jumelles Bobby ne survécurent guère que 3 jours, malgré tous les efforts de Brennan pour leur prodiguer des soins avec le matériel médical rudimentaire disponible dans la cabane isolée des montagnes. Leur système cardiovasculaire commun ne put soutenir la vie, et elles moururent paisiblement avant l'aube du 3e jour. Mais leur brève existence constitua la preuve irréfutable des conséquences dévastatrices des manipulations génétiques de la famille Donnelly, des conséquences qu'on ne pouvait plus cacher ni justifier par des prétextes religieux devenus creux après tant de générations d'unions consanguines. La mort des jumelles donna à Brennan l'autorité légale nécessaire pour mener une enquête approfondie sur les pratiques et l'histoire médicale de la famille. Son examen des 11 petites tombes derrière la cabane, combiné à une étude détaillée des journaux médicaux et des registres généalogiques, révéla des preuves d'infanticide systématique s'étendant sur plusieurs générations, impliquant au moins 23 cas documentés d'enfants éliminés pour diverses anomalies génétiques, allant de déformations physiques visibles à des comportements jugés inacceptables par la famille. Face à des preuves accablantes et à la menace d'accusation de meurtre pouvant mener à l'exécution selon la loi territoriale, Patrick Donnelly révéla enfin toute l'étendue de l'histoire de sa famille et des expérimentations génétiques systématiques qui avaient consumé 5 générations de sa lignée. Cette pratique avait commencé en Irlande au début des années 1800, lorsque son arrière-grand-père, Fergus, était devenu obsédé par l'idée de créer ce qu'il appelait une lignée irlandaise parfaite grâce à des techniques de reproduction sélective, inspirées de l'élevage agricole. La famille avait justifié ces actes par un mélange de théories pseudo-scientifiques sur l'amélioration humaine, d'interprétations religieuses déformées présentant les défauts génétiques comme une punition divine pour l'impureté raciale, et de philosophie darwiniste sociale
qui gagnait en popularité parmi certaines classes instruites au milieu du XIXe siècle. Il s'était convaincu que l'élimination des enfants défectueux n'était pas un meurtre, mais une forme de gestion génétique destinée à produire, à terme, des êtres humains supérieurs aux masses dégénérées du peuple commun. Le coût psychologique de ces croyances et pratiques, maintenues sur plusieurs générations, fut catastrophique pour chaque membre de la famille. Patrick souffrait d'anxiété chronique et de dépression, aggravée au fur et à mesure que les conséquences génétiques de la consanguinité devenaient impossibles à ignorer. Bridge, elle, avait subi de multiples crises nerveuses et montrait des signes de stress post-traumatique sévères après des années passées à participer au meurtre systématique de ses propres enfants. Les enfants survivants présentaient un ensemble tragique de troubles physiques et psychologiques dus à la fois à des facteurs génétiques et à l'environnement traumatisant dans lequel ils avaient grandi. Seamus, le fils aîné, fit une dépression mentale complète lorsqu'on l'interrogea sur son rôle dans les pratiques de familiales. Il révéla qu'il avait été forcé de participer à l'élimination de ses frères et sœurs, défectueux, dès l'âge de 12 ans. Son fort bégaiement et son incapacité à soutenir un regard traduisaient un traumatisme si profond que Brennan doutait qu'il puisse un jour fonctionner normalement dans la société. Moira et Colin, toutes deux issues des générations consanguines, présentaient des symptômes physiques et psychologiques qui nécessiteraient donc des années de traitement. Elles avaient été conditionnées psychologiquement à accepter leur rôle de reproductrice pour la perpétuation de la lignée, et toutes deux montraient des signes d'abus sexuels, laissant penser que leur père les préparait à être mariés à leurs propres frères, la continuation logique du programme familial de concentration génétique. Le jeune Declan, dont les malformations physiques rappelèrent les échecs de la lignée Donnelly, représentait le cas le plus complexe pour les autorités territoriales. Sa colonne vertébrale déformée et son visage asymétrique nécessitaient un traitement médical constant, mais son esprit, brisé par des années d'infanticide et d'abus, en faisait un danger pour lui-même et pour autrui. L'enfant disparut une nuit de la garde territoriale, s'enfonçant dans la nature sauvage du Montana sans jamais laisser de traces permettant de déterminer son sort. Les poursuites judiciaires contre Patrick et Bridge Donnelly furent compliquées par la nature sans précédent de leurs crimes et par l'inexpérience du système de justice territorial face à des cas mêlant expérimentation génétique systématique et infanticide sur plusieurs générations. Le procureur eut du mal à formuler des chefs d'accusation adaptés à des crimes couvrant de multiples générations et juridictions, tandis que la défense tenta de plaider la folie héréditaire plutôt qu'un calcul criminel méthodique. L'affaire attira l'attention d'experts médicaux et juridiques à travers les territoires américains, mais l'éloignement du lieu et les moyens de communication rudimentaires de l'époque firent que peu de témoignages atteignirent le grand public. Patrick et Bridge Donnelly moururent tous deux en détention avant leur procès. Lui, d'une attaque cérébrale provoquée par le choc d'avoir vu son œuvre réduite à un échec monstrueux, elle de complications liées à sa dernière grossesse, terminée par une fausse couche d'un enfant gravement malformé, symbole ultime de la vanité tragique de leurs expérimentations. La documentation détaillée du docteur Brennan sur l'affaire devint une référence dans la littérature médicale naissante concernant les dangers des mariages de consanguins et les conséquences de génétique de l'endogamie systématique. Ces des rapports, publiés d'abord dans les journaux médicaux territoriaux puis nationaux, furent parmi les premières preuves scientifiques reliant les unions entre proches et l'augmentation des anomalies génétiques chez les enfants. Cependant, Brennan ne publia jamais l'intégralité de ce qu'il avait découvert. Les infanticides systématiques et les abus psychologiques qui avaient défini les pratiques des Donnelly. C'est des journaux privés, découverts après sa mort en 1923, révélèrent sa lutte intérieure pour comprendre comment des êtres humains pouvaient éliminer leurs propres enfants au nom d'une perfection génétique illusoire. Il y décrivait des cauchemars récurrents à propos des jumeaux siamois et une culpabilité persistante
face à son incapacité à sauver ceux qui avaient été tués avant qu'il ne puisse intervenir. La ferme des Donnelly fut abandonnée après les arrestations. Le terrain monta aux mains du gouvernement territorial, faute d'héritiers. Les habitants évitaient les lieux, à la fois pour des raisons pratiques, les hivers rigoureux, et à cause de la réputation macabre qui entourait la propriété. L'isolement qui avait autrefois protégé les secrets de la famille servait désormais de barrière naturelle, empêchant les curieux de troubler ce qui était devenu un monument officieux au danger de l'expérimentation génétique menée sans éthique ni véritable compréhension scientifique. Le petit cimetière derrière la cabane, avec ses 11 tombes documentées et d'autres non marquées, demeura le témoin silencieux de l'échec absolu du premier programme d'eugénisme familial de l'histoire moderne. Les dérangés tés de croix, alignés avec soin, marquaient sans mêler sépultures d'enfants assassinés, témoignage de la faillite morale d'une idéologie qui plaçait la pureté génétique au-dessus de la décence humaine et de l'amour parental. Dans les décennies qui suivirent, d'autres cas semblables émergèrent dans des communautés isolées, suggérant que les Donnelly n'étaient pas les seuls à avoir expérimenté sur la reproduction humaine. Ces révélations contribuèrent à faire évoluer les mentalités sur les lois du mariage, la protection de l'enfance et la nécessité d'un contrôle gouvernemental sur les communautés vivant hors du cadre social établi. L'héritage de la famille Donnelly dépassa de loin leur propre tragédie. Leur histoire offrit des données précoces qui contribuèrent à la compréhension moderne de la génétique, tandis que leurs crimes devinrent un catalyseur pour la mise en place de normes éthiques et juridiques destinées à empêcher toute répétition de telles horreurs. Cette histoire nous montre à quel point la quête de la perfection génétique peut mener à l'impensable lorsque l'isolement, la désespérance et l'ignorance du véritable sens de la valeur humaine s'entremêlent. L'expérience centenaire des Donnelly représente l'un des chapitres les plus sombres de la rencontre entre secrets familiaux, sciences primitives et tolérance de la frontière américaine envers des communautés vivant en dehors de toute morale civilisée. Leur histoire demeure un avertissement éternel. Traiter les êtres humains comme des cobayes au nom d'une perfection imaginaire, c'est nier tout ce qui fait notre humanité. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout ait été révélé sur les pratiques des Donnelly? Ou d'autres familles isolées auraient-elles pu perpétuer des traditions semblables à travers la frontière américaine? Ces expérimentations auraient-elles pu se poursuivre ailleurs, loin des regards d'autorités incapables de surveiller efficacement des communautés aussi reculées? Laissez votre commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur ce chapitre troublant de l'histoire américaine. Et si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui aime les récits où l'horreur révèle les plus sombres recoins de la nature humaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.